Dans le cadre de notre série Les couleurs du racisme, nous recevons aujourd'hui Cécile Kovacs-Chazy, professeure de littérature comparée à l'Université de Limoges. La production littéraire regorge de stigmates et de qualifications discriminantes à l'égard de nombreuses minorités et façonne de façon insidieuse nos imaginaires. Ainsi, le corps des populations roms, aussi appelés tziganes, manouches, gitans, a souvent été l'objet de rejet ou d'exotisme, masquant une autre réalité, une littérature foisonnante, permettant de déconstruire quelques clichés. Cécile Kovacs-Chazy, bonjour. Bonjour. J'aimerais tout d'abord vous faire écouter un extrait du livre Le Club des Cinq et les Gitans, publié en 1957 et écrit par Enid Blyton, célèbre autrice britannique de littérature jeunesse. Dans cet extrait du Club des Cinq et les Gitans, les personnages principaux, Claude, François, Mick, Annie et le chien Dagobert, font une étonnante rencontre sur la plage. « Nous nous baignerons plus tard, dit Mick. » À cet instant, leur attention fut attirée par des gens qui marchaient le long de la plage. Mick les regarda entre ses paupières, mi-closes. Un homme et un jeune garçon s'approchaient. Le gamin, qui avait l'air d'un gitan, portait des culottes courtes assez sales et un pull vert. Il allait pieds nus. L'homme avait une drôle d'allure. Il boitait. Une moustache broussailleuse cachait sa bouche. Il observait, de ses petits yeux intelligents, l'étendue de sable tout autour de lui. Il paraissait chercher quelque chose que la marée avait peut-être emporté. Le jeune gitan serrait une vieille boîte, un soulier mouillé et un morceau de bois sous son bras. « J'espère qu'ils ne vont pas trop s'approcher de nous. Je suis sûre qu'ils sentent mauvais, » dit Mick à François. Joe cacha sa figure dans ses mains et imita le chiot apeuré. Dago vint vers elle, s'assit, et penchant la tête, se mit soudain à lécher les doigts le visage de la gitane. Elle entoura alors de ses deux bras le cou de Dagobert. « Viens ici, Dago !» s'écria Claude, jalouse. Dago secoua l'étreinte des petits bras bronzés et s'élança vers Claude. Joe sourit. « Vous voyez, j'en fais ce que je veux. Il vient à moi et me lèche. Je peux apprivoiser n'importe quel chien. »« Comment fais-tu » demanda Mick étonné. Il n'avait jamais vu Dagobert se lier d'amitié avec quelqu'un que Claude n'aimait pas. « Je n'en sais rien vraiment, répondit Joe en renversant sa tête en arrière. Je crois que c'est un don de famille. Maman travaillait dans un cirque. C'est elle qui dressait les chiens sur la piste. Il y en avait des douzaines. Ils étaient ravissants et je les aimais tous. » Alors dans cet extrait, Cécile Kovacs-Chazy, on écoute un petit peu la rencontre entre les jeunes protagonistes et une petite fille nommée Jo, qui est tout de suite décrite comme étant sale et potentiellement qui suscite un petit peu la suspicion au sein des jeunes du Club des Cinq. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce corps ? Oui, tout à fait. Alors Jo, qui a les cheveux très bruns et bouclés, est présentée de façon très négative au début. Elle est, comme vous avez dit, elle est sale, elle est très souvent comparée à des animaux, à des singes, à des petits chats. On dit qu'elle se cache comme un petit animal. Elle est malhonnête, elle est retorse. Et chaque chose là que je pose va être dite au moins 5-6 fois dans le roman pour chaque défaut. Elle est maltraitée par sa famille parce que la famille aussi est vue de manière négative. Donc, il faut s'en méfier. Elle n'est pas comme nous, elle n'est pas fiable et elle est tellement pas comme nous qu'elle n'est pas forcément tout à fait du pays. Alors, bon, française pour la traduction française, je reparlerai plus tard de la traduction, justement, puisque en français, c'est une version traduite. Voilà, donc on a tout de suite l'assimilation gitane et tous les clichés les plus négatifs sont tous rassemblés. Quels sont-ils exactement ces clichés et qu'indiquent-ils en fait de la société à ce moment-là ? Je crois que je vais parler tout de suite en fait de la traduction du coup parce qu'il se passe quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors pour ça, je m'appuie sur les travaux d'Elisabeth Clanet qui a fait cette découverte. Elisabeth Clanet s'est amusée à comparer les traductions en français et en allemand de la version originale. Et figurez-vous que dans la version originale du livre pour enfants, on a 9 fois l'occurrence gypsy et c'est jamais Jo qui est une gypsy. Elle a par exemple la peau foncée
comme pourrait l'être une gypsy, mais il n'est jamais dit qu'elle l'est. 9 fois le terme, et je vous laisse deviner combien de fois on le trouve dans la version française. 90 fois. Donc 10 fois plus. Donc le traducteur a totalement modifié la version originale pour la surethniciser, et les 90 fois qualifie Jo elle-même, qui est d'emblée qualifiée de gitane, voilà, comme le titre de toute façon du roman le donne à penser, ce qui n'était pas non plus dans le titre original du livre. Donc là, on est à une époque où il y a vraiment aucun complexe à avoir un racisme ethnique au point de déformer le texte original. Les conséquences de ces décisions, parce que là on voit bien que c'est une décision de cette surethnisation, les conséquences sont immenses pour l'avenir de tout un chacun. On lit ça enfant, sans évidemment aucun esprit critique, parce que voilà, on a la pureté de l'enfance, et on intègre cette image pleinement négative, en l'occurrence des gitans, appelés comme tels. Que nous révèle également le Club des 5 et les Gitans, hein, je rappelle, c'est le titre de l'ouvrage, sur les préjugés qui sont portés sur les modes de vie. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus, hein? Oui, donc là, dans l'histoire, Jo vit en caravane. Alors bien sûr, la caravane est sale, mal entretenue, enfin bon, tous les clichés négatifs sont rassemblés. Donc elle vit avec son père, qui est maltraitant, je disais, et lui-même est un malhonnête qui est dans des réseaux, tout ça très officieux. Il vit au fin fond de la forêt. Enfin, vraiment, on est dans les fantasmes les plus archaïques, hein, de l'inconscient qui serait profondément mauvais d'un point de vue moral finalement, et d'un point de vue je sais pas, le mot est un peu grand, mais d'un point de vue civilisationnel, hein, c'est-à-dire que ces personnes-là, décidément, ne conviendraient pas à notre loi, avec toujours cette fichue dichotomie nous et eux. Et bien sûr, nous, c'est les bons, et eux, c'est ceux qui sont assurément pas comme nous. C'est un fantasme qui est assez récent, hein, parce que si on regarde l'histoire des Bohémiens depuis leur arrivée en Europe, on n'est pas du tout dans une culture de l'exclusion où il y aurait eux d'un côté, nous de l'autre. Cette idée que les tziganes sont des gens qui vivent totalement à part et qui sont dans un monde parallèle, en fait, est totalement fausse, hein, d'un point de vue historique, d'un point de vue économique. Il y a toujours eu vraiment un grand entrelac très, très dynamique, très réel. C'est assez récent, et bon, la Deuxième Guerre est passée par là, hein, avec cette idée qu'il y a ceux qui en sont et ceux qui n'en sont pas. Et donc, après-guerre, les cerveaux ne se gênent pas pour continuer cette vision des choses très, très excluante. Dans un autre extrait que nous allons écouter dans un petit moment, le corps du gitan, le corps de la bohémienne, est au contraire quelque chose qui est plutôt fascinant, mais qui révulse aussi. J'aimerais qu'on s'attache un petit peu à la nouvelle Carmen, écrite par Prosper Mérimée en 1845, qui a été publiée en 1847 et dont a été tiré l'opéra homonyme sur la musique de Georges Bizet. Dans le chapitre 2 de l'histoire, le narrateur rencontre une belle jeune fille bohémienne nommée Carmen, qui lui propose de dire son avenir. Il la décrit. « Je doute fort que mademoiselle Carmen fût de race pure. Du moins, elle était infiniment plus jolie que toutes les femmes de sa nation que j'ai jamais rencontrées. C'était une beauté étrange et sauvage, une figure qui étonnait d'abord, mais qu'on ne pouvait oublier. Ses yeux surtout avaient une expression à la fois voluptueuse et farouche, que je n'ai trouvé depuis dans aucun regard humain. Œil de bohémien, œil de loup, c'est un dicton espagnol qui dénote une bonne observation. Si vous n'avez pas le temps d'aller au jardin des plantes pour étudier le regard d'un loup, considérez votre chat quand il guette un moineau.
Elle avait un jupon rouge fort court qui laissait voir des bas de soie blancs avec plus d'un trou et des souliers mignons de maroquin rouge attachés avec des rubans couleur de feu. Elle écartait sa mantille afin de montrer ses épaules et un gros bouquet de cassis qui sortait de sa chemise. Elle avait encore une fleur de cassis dans le coin de la bouche et elle s'avançait en se balançant sur ses hanches comme une pouliche du haras de Cordoue. Dans mon pays, une femme en ce costume aurait obligé le monde à se signer. Cécile Kovacs-Chazy, que nous raconte finalement cette nouvelle de Carmen au sujet de la vision qu'on avait à cette époque, donc on est à la fin du 19e siècle, des bohémiens et des bohémiennes? Oui, alors ce que raconte la nouvelle de Carmen, c'est assez complexe. Et je pense que c'est aussi pour ça que la nouvelle a eu tant de succès, bon, grâce aussi à l'Opéra de Bizet 30 ans plus tard. C'est pas si évident ce que signifie cette nouvelle-là, parce que je pense elle met en avant des choses très contradictoires. Pour le dire très simplement, on pourrait voir cette histoire comme une histoire profondément machiste, et on pourrait voir cette nouvelle aussi comme une nouvelle profondément féministe. Donc évidemment, ça semble assez incompatible, mais c'est bien de ça dont il s'agit. Alors pourquoi c'est une bohémienne qui incarne la femme fatale, si on parle d'un point de vue machiste, ou qui incarne la femme libre et émancipée d'un point de vue féministe? Eh bien, là encore, les personnes, les lecteurs, les auditeurs de l'opéra du XXe, du XXIe siècle ne doivent pas s'y tromper. Ce n'est pas du tout le comble de l'exotisme. Ça serait vraiment un contresens historique de dire ça. Quand Mérimée choisit une protagoniste bohémienne, il choisit une figure qui est familière aux Européens, parce que, comme je le disais tout à l'heure, les bohémiens font partie de la vie quotidienne de tout un chacun pour différentes raisons, que ce soit culturelles, artistiques, économiques, avec ces économies qui sont très, très nomades encore, jusqu'à la fin du 19e siècle, pour tout le monde, je ne parle pas que des tziganes. Et donc, choisir la femme bohémienne, la belle femme bohémienne, ce n'est pas le comble de l'exotisme. C'est une figure célèbre qui a été, certes réprimée à certains moments de l'histoire, mais parallèlement de plus en plus valorisée. La figure, on appelait l'égyptienne, ou les Égyptiens, et on les appellera ensuite les bohémiens, et ce qui est encore le cas au moment de cette période qu'on appelle le bohémianisme, à laquelle participe Mérimée, où on met en valeur de façon améliorative les personnages des bohémiens. Alors, comment le corps de Carmen reflète finalement ce que vous évoquez, c'est une forme d'inclusion, parce qu'en même temps, on voit bien que le narrateur semble complètement fasciné par ce corps. Il décrit un corps qui finalement est assez libre par rapport à ses propres constats, ses propres codes féminins de l'époque. Oui, et d'ailleurs, on pourrait aussi relever la même chose chez Jo. Dans le Club des Cinq, Jo comme Carmen, mais pas du tout de la même façon, toutes les deux rompent avec les codes sociaux de ce que serait une femme bien sous tout rapport. Donc Jo, on l'appelle garçon manqué, on disait comme ça à l'époque. Donc voilà, elle arrive même à se faire prendre pour quelqu'un d'autre qui est aussi, entre guillemets, garçon manqué. Donc voilà, elle a une liberté qui n'est pas autorisée aux petites filles de cet âge. Et Carmen, pareil, elle a une liberté, une exubérance qui ne correspond pas à ce qu'on attend d'une femme. Alors c'est quoi qui ne correspond pas? J'ai envie de dire, c'est le fait, et ça vaut, pour le coup, c'est marrant, parce que je n'avais pas fait le lien entre les deux personnages, mais ce que je trouve commun à ces deux personnages, c'est leur capacité de mouvement. Ça veut dire que la femme, en général, elle a un corps qu'on regarde, éventuellement qu'on touche, voire qu'on pénètre, mais c'est un corps qui est, s'il est bien, il est docile, donc il est immobile. Et là, à la fois Claude, qui est très, très agile, et Carmen, qui peut chanter, danser, fumer le cigare, etc., elle est en mouvement. Et en ça, elle est fascinante. Son corps bouge.
Merci beaucoup, Cécile Kovacs-Chessy. Alors, j'aimerais maintenant qu'on se rapproche un petit peu plus de la période, on va dire, plus contemporaine, puisque les gitans, les tziganes, les bohémiens ont été souvent décrits par d'autres, des non-gitans, des non-bohémiens. En revanche, on connaît un petit peu moins bien la littérature, qui est la littérature rome. Pouvez-vous nous donner cet extrait, nous lire l'extrait que vous avez choisi? Je vais vous lire un extrait de l'Évangile du Gitan, qui est un recueil de poèmes en prose publié en 2008 aux éditions Mercure de France et qui a été écrit par Jean-Marie Kerviche, qui est donc un poète gitan, comme il le dit lui-même, qui est décédé en 2018 et qui a publié plusieurs recueils de poésie. Je ne suis pas un prophète, je suis juste un gitan solitaire qui veut crier sa souffrance. Ou plutôt, nous sommes deux, moi et la feuille de papier. Ce papier, un morceau de la chair d'un arbre dont on ne connaîtra jamais le nom. Encore un martyr, un choisi. Que vais-je écrire sur la blancheur de son âme? Je voudrais juste parler avec elle, lui dire les phrases qui s'échappent de mon esprit. Oh, certes, tu ne seras pas un magnifique poème, une prophétie, mais juste une caresse sur ton corps de papier blanc. Ta blancheur m'intimide, mais malgré moi, je m'aperçois que j'ai quand même écrit quelques lignes. Tu rejoindras tes sœurs dans mon évangile. Dans mon livre, toutes les pages se tiendront par la main, car elles forment une seule famille. Merci beaucoup pour la lecture de cet extrait. Comment le comprendre, comment l'interpréter, comment comprendre la représentation du gitan par ce poète gitan lui-même? Souvent, dans la littérature romanie, tzigane, écrite par des personnes tziganes elles-mêmes et non pas les œuvres dont on parlait avant, le sujet être tzigane est un sujet omniprésent, ce qui est tout à fait normal dans une littérature qui est encore à un stade d'être peu connue et écrite par des personnes qui sont souvent discriminées, mal vues, maltraitées et peu écoutées. Le sujet de revendiquer qui on est et qui on n'est pas est très présent. Donc, dans ce genre d'ouvrage, et celui de l'Évangile du Gitan ne fait pas exception, on a à la fois des textes qui expliquent ce qu'est un gitan et ce qu'il n'est pas ou ce que les autres pensent qu'il serait. Alors, je n'ai pas commenté encore l'extrait que j'ai lu. Voilà, c'est un extrait que j'aime énormément. Enfin, de toute façon, c'est un poète que j'aime énormément. Je trouve extrêmement subtil. Et donc, vous voyez que dans l'extrait que j'ai choisi, le corps qui a le droit d'exister, le corps à qui s'adresse Kerviche, c'est le corps de la feuille blanche extraite d'une chair d'un arbre. Et voilà, lui cherche à atteindre l'esprit. Son idée de la poésie, c'est qu'on va pouvoir atteindre l'esprit, mais c'est d'autant plus difficile qu'on vit dans un monde extrêmement trivial. Donc, les différents poèmes parlent de choses vraiment du quotidien. Kerviche vivait dans une caravane et il y avait très peu de moyens financiers, donc il parle beaucoup des éboueurs qu'il rencontre, des maisons closes dans lesquelles il travaille, etc. Et dans cette trivialité qu'on peut qualifier aussi d'humilité, puisque c'est comme ça qu'il voit les choses, c'est au travers de cette humilité qu'il va atteindre un corps, le corps du papier, aussi paradoxal que ça puisse paraître, en fait, ça ne l'est pas. Et grâce à cette rencontre avec le corps, il atteint des états spirituels, des états de l'esprit. Alors, il utilise le terme blancheur. En papier, ta blancheur m'intimide, mais malgré moi, je m'aperçois que j'ai quand même écrit quelques lignes. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la blancheur de la feuille et la façon dont les gitans, les bohémiens, les tziganes ont toujours été qualifiés finalement de noirs, de non-blancs en fait, par les non-gitans? Oui, je voudrais pas faire de surinterprétation. Bien sûr qu'on peut y penser. En même temps, bien sûr que pas du tout, tous les tziganes ont la peau très mate. Voilà, les manouches peuvent avoir la peau, les cheveux blonds, les yeux bleus, des taches de rousseur, etc. Donc, mais effectivement, là, il faut distinguer la réalité du fantasme. Et dans le fantasme, oui, c'est la petite Jo du Club des 5 qui correspond à cette idée que c'est forcément des bruns à la peau très foncée. Ce qui n'est vraiment pas une réalité
Merci beaucoup, Cécile Kovacs-Chazy. Peut-être pouvez-vous nous donner quelques noms de littérature tzigane, de grands noms de la littérature tzigane, quelques références pour mieux la comprendre, ou en tout cas pour la découvrir. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, ça va être difficile de vous en donner comme ça quelques-uns, parce qu'il y en a tellement, d'autant que je précise que quand on parle de littérature romani ou tzigane, on parle à la fois de littérature écrite en langue romani, le romani étant une langue tout à fait comme une autre langue, c'est une langue indo-arménienne. Mais on parle aussi de littérature écrite par des personnes se revendiquant publiquement comme tzigane et traitant de ce sujet, c'est la définition que j'en donne, il faut qu'il y ait au moins ces 2 critères, et donc c'est pas forcément en Roumanie. Alors je pourrais vous citer par exemple le poète Károly Bori en Hongrie, qui est très célèbre dans son pays, et une belle lecture, un grand lectorat, et néanmoins n'écrit pas en Roumanie, mais en hongrois. C'est aussi un illustrateur qui fait des illustrations splendides. Et dans ce même pays, puisque je le connais bien, vous avez un livre qui a été publié, traduit chez Actes Sud, qui s'appelle Couleurs de fumée, par un écrivain qui s'appelle Lakatos, que j'appelle moi le Proust tzigane, tellement j'apprécie son écriture, et qui parle d'un village tzigane juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Ça se termine au début de la guerre. Je voudrais bien citer aussi, par exemple, Cheia Stojka, qui est une Autrichienne qui a connu, malheureusement posthume, une grande heure de gloire quand on a mondialement, ou en tout cas de façon européenne, découvert sa splendide peinture. Elle a eu une belle exposition à la Maison Rouge à Paris il y a très peu de temps. Et donc, Cheia, c'est aussi c'est une des premières personnes qui a témoigné de son séjour en camp d'extermination. Elle en est évidemment revenue, et donc c'est peut-être pas la première, mais en tout cas c'est une des rares dans une famille où ça ne se fait pas de parler de ça, de parler des morts, et en plus quand on est une fille, c'est pas non plus son rôle. Voilà, donc elle est très intéressante. Elle a été très récemment traduite presque intégralement en français, donc elle est accessible en France. Puis je pourrais en citer des tas d'autres, je sais pas, je pense à Sandra Jayat, il y a beaucoup. Alors vous en trouvez un peu dans tous les pays, bien sûr, et puis moi je parle pas toutes les langues du monde, donc je peux pas vous citer, mais je sais qu'il y a beaucoup de poètes kosovars, par exemple, de qualité. On a la chance en France d'être dans un pays où il y a pas mal d'écrits de littérature rome en comparaison avec d'autres pays, donc profitons-en. Je vous invite à les lire, c'est toujours intéressant, et ça casse des clichés. Merci beaucoup, Cécile Kovacs-Chazy, d'avoir répondu et participé à cet épisode des Couleurs du racisme. Je rappelle que vous êtes professeur de littérature comparée à l'Université de Limoges. Vous avez notamment publié 3 volumes dans la revue Études tziganes sur les littératures romanies en 2008, 2009 et 2010, ainsi que plusieurs articles pour The Conversation France.